Bonjour à tous. Dans la lignée du podcast La légende de Mo Norman, j'ai recueilli un témoignage de Sean Clement qui a été adorable et qui a répondu à quelques-unes de mes questions sur Mo Norman qu'il a eu la chance de fréquenter, de connaître et avec qui il a joué. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Édouard, j'adore ce que tu fais et j'apprécie énormément tes efforts avec ton podcast. Ça démontre ta passion et ton vouloir de bien transmettre le bon message et de transmettre un message qui est propre et professionnel et digne de Mo Norman et de tout le travail qu'on fait ensemble. Alors, chapeau, mon ami, tu fais tellement bien ça. Et j'ai vraiment hâte de voir où tu vas aller avec tes autres épisodes et les autres podcasts que tu vas faire, ce que tu as sous la manche, parce que tu es un exceptionnel storyteller. Tu comptes très bien une histoire et c'est vraiment plaisant de t'écouter. Alors, je suis ravi de faire partie de ton premier podcast et surtout du fait qu'on parle de nul autre que le maître Mo Norman. Je te remercie infiniment, mon cher Sean. Alors, ma première question, c'est sur la sensation de grandeur. Mo parle de cette sensation de grandeur et Tim O'Connor a baptisé son livre The Feeling of Greatness, qui veut dire en anglais la sensation de grandeur. Alors toi qui l'as côtoyé, toi qui l'as approché, peux-tu nous expliquer ce sentiment de grandeur ? Lorsque tu le voyais et l'entendais frapper des balles, y avait-il vraiment quelque chose de différent, de rare, d'unique, comparé aux autres grands joueurs ? The Feeling of Greatness. Pour bien expliquer d'où ça vient, c'est important de comprendre comment le corps humain apprend la motricité et ça a été prouvé scientifiquement. Alors, numéro 1, le focus externe, réagir à quelque chose d'externe, c'est dans la nature humaine, c'est là qu'on va chercher les super performances. Alors, quand on pratique avec des balles que nous, on possède et qu'on n'a pas beaucoup d'argent et qu'on doit placer sur un terrain d'exercice à des distances très précises, on va cultiver une compétence et une dextérité superbe, numéro 1. Numéro 2, si on prend le cerveau turbochargé de Mo Norman, c'était un génie en mathématiques. Son cerveau fonctionnait à une vitesse extrême. Et si on prend juste une simple étude qu'on a fait avec Gabriel Wolf, ils ont pris une équipe de dards séparée en deux. La première moitié de l'équipe, on leur a dit de seulement focaliser sur le centre du bullseye et d'ignorer le reste du tableau. On fait des lancers pendant 1 heure par jour, 2 semaines de temps, et on examine à la fin. Équipe numéro 2, on focalise sur le mouvement du bras, comment le biceps, le triceps, le poignet et la relâche des doigts, et de répéter le même mouvement et de perfectionner le mouvement du bras, et on voit à la fin des 2 semaines. Équipe numéro 1, 15% d'amélioration dans la marque du bullseye. Équipe numéro 2, au-dessus de 20% pire. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas le feedback nécessaire. Alors, Mo avait des cibles et frappait 800 balles par jour en moyenne avec son sac de bowling. Alors, on appelle ça des quilles. Alors, ça faisait à peu près 400 balles et il frappait au moins 2 fois par jour dans sa pratique. Alors, il frappe une balle, il obtient un feedback, il en frappe une autre, et toujours il réagit à la cible. Et à l'âge de 19 ans, il décrit qu'il avait piégé son élan vers sa cible. Autrement dit, la balle n'avait plus le choix que d'aller vers la cible. Alors, imaginez comment on pourrait jouer au golf de cette façon-là. Quand on approche, puis c'est qu'est-ce qu'on apprend à nos étudiants dans Wisdom in Golf? On leur montre comment prédire
ce qui va se passer si on reste avec notre focus externe. Mo était la marque, le génie dans ce département et il jouait toujours dans une zone qui était vraiment à part des autres à cause de ceci. Le feeling of greatness, c'est la sensation qu'on va frapper un excellent coup de golf à chaque fois. Combien excellent, on ne sait pas encore, mais on peut prédire au moins que ça va être très bon. Est-ce que ça va être dans le trou, 2 pieds du trou, 10 pieds du trou, on ne sait pas, mais on exécute avec une anticipation extrêmement positive du résultat. Alors, dans la lignée de sa frappe de balle, j'aimerais qu'on déterre un mythe et qu'on éclaircisse ce mythe une fois pour toutes sur les distances que Mo frappait avec ses clubs. Parce qu'à travers l'Europe, on peut entendre beaucoup de choses comme le fait qu'il était légendaire pour sa précision, mais très court. Et ceux qui connaissent Mo Norman vraiment savent qu'il frappait à des très belles distances la balle. Et j'aimerais que tu nous le confirmes. Alors, parle-nous vraiment des distances qu'il atteignait avec ses clubs et spécifiquement avec son driver. Bon, alors, pour parler des distances de Mo, il n'a jamais été considéré comme un joueur qui était court. Il a toujours été dans le milieu du paquet et à plusieurs endroits, à plusieurs reprises dans sa carrière, il était considéré comme sneaky long. Le driver qu'il utilisait, c'était avec une tige en aluminium. À un moment donné, Easton, la compagnie Easton, qui fabriquait des bâtons de hockey dans le temps, ont fait des superbes de belles tiges en aluminium pour rivaliser justement les tiges de titanium dans le temps. Et je les ai essayées moi-même. Ces tiges-là étaient excellentes. Et Mo est en train de taper des drivers au terrain de pratique de Pine Needles en Caroline du Sud. Et on avait juste à écouter le son. Et d'habitude, sur vidéo, on peut voir, comme moi quand je me regarde sur vidéo, on peut voir que le swing n'a pas l'air aussi rapide. Et c'était vraiment pas le cas dans cette vidéo-là. Tu voyais vraiment là, que c'était du 2,70 carry qui frappait facilement. Et dans les endroits où les cliniques que je l'ai vu frapper, c'était plus tard dans sa vie. Et mais il frappait un bon 250 carry dans les airs avec son driver. Donc c'était du 275 facile avec il y avait une balle qui avait très peu d'effet de rétro, il capitalisait sur l'effet du launch et du low spin parce que ses drivers avaient très peu de loft. Alors la moyenne c'était de 7 degrés. Puis même à un moment donné, quand les drivers Yonex étaient sortis, les têtes en graphite, il y avait un de ses clubmakers préférés qui prenait une lime pour baisser le loft à 5 degrés. Et on l'a vu prendre ce driver et frapper des balles dans un divot et les sortir à 250 verges. C'était vraiment incroyable ce qu'il pouvait faire avec un driver. Et il était capable de maximiser ses distances avec tellement pas d'effort. Alors Sean, tu as connu Mo et tu as joué avec lui. On a toujours eu du mal à saisir la personnalité complexe de ce personnage atypique. Certains ont parlé d'une forme d'autisme, d'autres ont évoqué l'accident dans son jeune âge. Quel est ton sentiment à ce sujet? Définitivement un spectrum d'autisme de haute fonction. Il était assez indépendant, il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas personne d'autre qui était pour l'aider. Son père détestait le fait qu'il jouait au golf. On ne connaissait pas l'autisme à ce moment-là, puis c'était important qu'on soit comme les autres, puis qu'on joue au hockey, puis qu'on joue des sports d'hommes. C'était brutal. Si on compare le niveau d'acceptation qu'on a aujourd'hui comparé à ce temps-là, c'était incroyable ce que Mo a pu accomplir malgré tous les obstacles qu'on lui a placés devant lui.
Et j'étais très chanceux de le connaître. J'avais ma petite fille Savannah sur mon genou dans le club de golf à Hidden Lake à Burlington en Ontario. On était là avec un groupe de professionnels. Puis Mo rentre avec son wedge et aperçoit ma petite fille, puis il l'approche, puis il lui donne le bout de son club, puis il commence à faire une petite souque à la corde ensemble, puis elle commence à rire. Et c'était un excellent moment. J'avais même son livre dans mon sac de golf, parce que c'était juste au moment où est-ce que son livre de Tim O'Connor venait de sortir, puis je lui ai demandé pour son autographe qu'il m'a donné, parce qu'il n'était pas menacé. Je l'ai vu 6 mois plus tard, justement, au Royal Oak, à Titusville, en Ontario, où est-ce que les professionnels canadiens vont jouer et vont se réunir. Et j'approchais le Pro Shop, je voyais que Mo était assis dehors, en dessous d'un chêne massif. Et à 50 mètres, il me voit arriver, il m'envoie la main, il dit « Salut Sean, comment ça va? Et comment va ta fille Savannah? » Je me suis assis immédiatement à côté de lui et on a parti une conversation de 3 heures. Je voulais pas m'en aller. J'étais à ce moment-là un ami de mon Norman et je vais toujours m'en souvenir. Et grâce à ma fille Savannah, où il ne se sentait pas menacé, j'ai pu avoir ce contact avec lui et c'est des conversations tellement normales qu'on a eues. Et on a discuté de toutes sortes de choses, beaucoup sur l'élan du golf et de mon enseignement et des choses qu'il me validait, des choses qu'il m'aidait à mieux voir et à mieux réaliser. Une des phrases que je vais toujours me souvenir, on parlait d'équilibre cette journée-là. Et moi, je parlais de l'équilibre à travers les pieds. Et lui, il me dit, ça c'est excellent, Sean, mais souviens-toi bien, c'est mon swing qui me donne mon équilibre. Wow. Et pour conclure, Sean, qu'est-ce que Mo nous apprend vraiment sur le golf et sur nous-mêmes? Et si on devait retenir une seule chose, quelle serait-elle? En clair, quel est pour toi son héritage? L'héritage de Mo, pour moi, c'est sa persévérance à travers les obstacles pour pratiquer sa passion. Et c'est là la leçon. Une fois qu'on a une passion, il ne faut pas la lâcher. Il faut vraiment persévérer à travers tous les obstacles pour préserver, polir, enrichir, épanouir, évoluer sa passion. Et c'est quelque chose que Mo a fait d'une façon turbo-propulsée. Je sais pas s'il y a un autre être humain sur la planète qui pourrait faire les choses que Mo a fait par rapport à la façon d'exécuter. Il était tellement rapide. C'est le joueur le plus rapide qui a jamais existé, ça c'est sans aucun doute, parce que ces choses-là venaient très très facilement à Mo. Il avait une mémoire incroyable. Dans une de mes discussions avec lui, j'ai dit, je m'en vais à Ponce-de-Léon jouer le parcours là-bas. Il dit, ah oui, beau parcours. Il dit, même les trous de pratique sont excellents. Trou de pratique numéro 1, par 3, 175 verges, trappe ici, excellent. J'ai frappé mon coup de telle façon. Deuxième par 5, puis très beau par 5, petit dogleg, puis il commence à me décrire les trous et il me dit quel coup il a frappé sur des trous de pratique sur un parcours de golf à Ponce-de-Léon, en Floride. Alors, quand il était à l'hôpital, après avoir fait sa première crise cardiaque, il regardait à travers la fenêtre, puis on lui demande « À quoi tu regardes? » Il dit « Ben, je regarde, ça c'était le trou numéro 6 à Kitchener, où l'endroit il décrivait.
Puis il pensait qu'il hallucinait, mais non, c'était vraiment l'emplacement d'un ancien golf où il a joué avant. Et il était capable de se souvenir des trous qu'il avait joué sur ce parcours-là. Alors, pour résumer, tout y est avec Mo. Tout est là pour passer aux futures générations de golfeurs. Et je suis éternellement reconnaissant d'avoir été capable d'être dans sa compagnie. Et ça l'a vraiment pris un village de personnes pour bien le comprendre. Et c'est pour cette raison que notre travail avec Wisdom in Golf est tellement important, car il ne faut pas oublier Mo Norman, jamais.